Bon matin à vous tous. Ici Justin Larochelle d'imofacile.ca. Hey, ça me fait plaisir. On est jeudi le 21 mai aujourd'hui 2020. On va jaser du marché immobilier avec Joanie Fontaine. Bonjour Joanie. Bonjour. Et avant qu'on débute, Joanie, je vais juste parler un petit peu qu'est-ce qui s'en vient dans les autres entrevues. Vendredi, on va parler de licence RBQ. On va parler, c'est quoi les formations qui sont requises avec Marc-André Dayan de la compagnie GSC. Ce soir est une soirée un peu spéciale. On va vous parler de REER. Comment prendre des REER pour être capable d'investir en immobilier? Et c'est ça qu'on va voir ce soir. Et c'est une formation qui est payante. Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site Internet. Mardi matin, vous avez eu Denis Robitaille qui vous a présenté comment il a acheté 34 immeubles, 34 maisons en 2019 avec zéro cash en utilisant les REER des autres. Fait que c'est possible à faire. On vous montre ça en fin de semaine. Fait que pour les gens qui n'ont pas de mise de fonds, c'est une très, très belle façon de fonctionner. Oubliez pas que le 19 juin, nous avons une cohorte de coaching double qui part. Le 19 juin est une date spéciale parce que on a réussi à trouver une façon pour être capable de le faire financer avec le nouveau programme PACME, P-A-C-M-E du gouvernement. Il y a quelques conditions que vous avez besoin de respecter, dont une, entre autres, que vous devez être déjà dans le marché immobilier. Si vous avez un immeuble, vous êtes correct. Si vous n'avez pas d'immeuble et que vous débutez en immobilier, malheureusement, ça ne sera pas possible. Il y a d'autres programmes qui sont disponibles, cependant. Fait qu'appelez au bureau, j'ai laissé dans l'entête le numéro de téléphone du bureau avec le poste. Le coaching double, potentiel d'avoir du gratuit. On a modifié notre programme pour l'adapter avec le COVID. Chalet locatif, 6 juin, formation d'une journée complète sur le chalet locatif. Et nous avons la location achat 30 mai, une formation d'une journée complète, fait que c'est un samedi avec des spécialistes de location achat et des spécialistes du chalet locatif aussi. Fait que on est maintenant rendu à regarder qui est arrivé. On a Cathy un matin, Nick qui est avec nous, Marie-Josée qui est avec nous autres, François, bonjour François, Patrick, Marc Gaulin, qui demande, bon matin, est-ce possible de visionner la soirée Mots Facile virtuelle de mardi soir dernier? Oui, c'est possible. On a eu plusieurs centaines de personnes. Vous allez sur le Facebook Immopreneur et vous descendez dans le fil de l'actualité jusqu'à mardi soir et vous allez avoir la soirée mensuelle qui va vous être donnée là. Je pense qu'il y a eu pas loin de 500 commentaires de sa soirée-là. Inquiète-toi pas, Joanie, il ne devrait pas avoir 500 questions ce matin. D'habitude, il y en a plusieurs, mais on ne devrait pas se rendre à 500 le matin. Fait que, Joanie, j'aimerais ça savoir un peu qui tu es. Tu travailles pour JLR, tu fais plein de statistiques, tu nous aides, les investisseurs immobiliers, à savoir qu'est-ce qu'on voit en avant et qu'est-ce qui s'est passé en arrière exactement. Euh, qui tu es? Tu viens de où? Puis, parle-nous de toi. On te voit souvent, mais on n'a jamais entendu parler. C'est qui la Joanie? Ben moi, en fait, je travaille pour JLR Solutions foncières, qui est maintenant une société d'Equifax depuis décembre 2018. Je travaille là depuis maintenant un petit peu plus de 6 ans. Donc, je fais de l'analyse de marché, là, aller chercher vraiment, nous, on a une base de données basée beaucoup sur le registre foncier, donc toutes les ventes, toutes les transactions qui sont là. Donc, moi, je vais dans la base de données, puis j'essaie de faire des analyses qui sont pertinentes sur le marché, d'aller voir des fois des choses différentes que ce qui est analysé habituellement, juste vente, prix, mais d'aller voir des choses sur les garanties légales, d'aller voir des données un peu autres aussi, des mauvaises créances, des choses un peu différentes pour analyser le marché. Fait que moi, je suis rentrée là pas mal à la fin de mon université. Quand j'ai fini ma maîtrise, je suis rentrée dans le fond chez JLR. Puis depuis, c'est ça, je travaille là depuis 6 ans. Puis je suis aussi chargée de cours à l'université. Ah oui. Je donne mon 4e cours là cet été. C'est un cours en ligne cette année. Ouais. D'habitude, c'est un cours présentiel. Mais oui, fait que je fais aussi, je donne à peu près un cours par année, là. C'est quoi le cours que tu donnes, juste pour le fun? C'est au MBA, c'est environnement économique à la maîtrise là, en administration.
OK, excellent. Donc, c'est vraiment Puis, pour avoir une vue globale du marché, de l'économie, pour comprendre un peu comment ça peut jouer sur les entreprises et tout ça. OK. Fait que, est-ce que c'est toi-même qui va aller pitonner dans l'ordinateur, puis aller interroger l'ordinateur et toutes vos bases de données, ou tu as une équipe avec toi qui va t'aider? Comment vous fonctionnez? En fait, là, il y a d'autres. La personne qui était avec moi est partie, là, il faut réengager, mais là, COVID étant une autre histoire. Mais on a d'autres qui font d'autres parties que je fais aussi, là. Mais pour les articles, présentement, je suis rendue toute seule. Mais oui, on fait de A à Z. GLR, c'est quand même une petite équipe. Puis, je vous dirais que les gens sont assez versatiles, là. On fait plusieurs choses. Donc, moi, je vais aller dans la base de données, je vais faire de la programmation, mais je vais aussi faire de la rédaction, je vais aussi faire l'analyse. Donc, je fais vraiment toutes les étapes, ce qui permet d'avoir une bonne compréhension là, de l'ensemble de la chose parce que quand j'ai commencé, je faisais pas nécessairement la programmation. Puis des fois, tu te retrouves avec des données, mais tu n'as pas pensé à toutes les options. Comme tu connais pas la base de Ah, données, OK. tu penses pas nécessairement à ah, mais il faut considérer tel cas, tel cas, tel cas. Donc, en faisant toute la ligne, ben, on limite les possibilités d'erreur. OK, parfait. Et peux-tu me donner des exemples de statistiques que tu as sorties qui étaient un peu en dehors de l'ordinaire? Moi, j'en ai une bonne dans ma tête que j'ai vu passer de toi. Euh, Dernièrement, on a fait les copropriétés au pied carré. On a fait les parts de marché des institutions financières. Ça, c'est pas quelque chose Ah qui est oui? publié énormément, mais voir, OK, Desjardins, c'est à peu près 40% des nouvelles hypothèques qui ont été publiées au Québec. Ah, Donc, oui. voir comment ça évolue, ces parts de marché-là, c'est quelque chose qui est pas fait ailleurs. On parle des garanties légales. C'est quelque chose non plus qui est pas souvent analysé. Puis ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, les gens vendent sans garantie légale. Il y a vraiment C'est une croissance dans ce secteur-là. ouais, c'est exactement ce que j'avais vu qui m'avait impressionné. Puis, as-tu une idée pourquoi que les gens vendent de plus en plus en garantie légale? Les gens, avant ça, les gens vieillissaient aussi, puis là, maintenant, on vieillit pareil, là, c'est, qu'est-ce que tu penses? C'est la question à 1000 $, mais euh, bon, il y en a qui pourraient dire, ah, c'est parce que le marché est plus facile de vendre, mais la tendance a commencé avant que le marché s'accélère. C'est autant à Montréal qu'en région. C'est pas nécessaire, tu sais, les gens ont tendance à dire, ah, Montréal, ça se vend vite, je vais la mettre sans garantie légale. Non, c'est vraiment une tendance qui est générale au Québec. C'est plus fréquent sur les vieilles propriétés. On le sait tous, là, on ouvre une vieille propriété, tu ouvres les murs, c'est sûr que tu trouves quelque chose, là. Fait que les gens veulent pas avoir cette responsabilité-là. Je pense qu'avant, c'était juste pas dans l'idée qu'on pouvait vendre comme ça. C'est devenu un petit peu plus une possibilité, c'est plus connu, je crois. Donc, c'est La une mode. option là, que les gens utilisent. Puis le parc immobilier bien vieilli, des maisons avant 1950, ben il y en a de plus en plus, sont pas détruites, sont encore là. Donc, quand on les vend, souvent, là, on va opter pour ne pas mettre la garantie légale parce qu'on veut vendre avec la paix d'esprit puis aller faire le tour du monde sans penser à notre propriété. En passant à la maison qui est en arrière. Hey, je C'est me rappelle en 2015 ou 2016 avoir vu une statistique que tu avais sortie. Tu disais, puis là, je veux pas te mettre sur le spot, là, je vais te donner ce que j'ai vu, moi, puis si tu ne sais pas, tu ne sais pas. En 2015-2016, ça disait qu'il y avait 8% de baisse de valeur par rapport à quelqu'un qui vend avec la garantie légale et quelqu'un qui vend sans garantie légale. Est-ce que tu as refait ça récemment ou tu ne sais ben, il pas? faut faire attention dans la baisse de valeur parce que nous, on avait regardé le ratio avec, par exemple, l'évaluation municipale, puis on avait constaté qu'il était, je pense, 8% plus bas. Là. Je l'ai pas relu récemment, bien honnêtement. Là. OK. Mais il y a aussi un facteur qui est dû au fait que c'est souvent des maisons moins entretenues, moins belles. Fait que c'est pas juste dû à la garantie légale. On n'était pas capable d'isoler le facteur du fait que ben, tu as plus de chances de vendre sans garantie légale une maison pas entretenue, une maison un Oui. peu délabrée, que une maison que tu viens de rénover au complet. Donc, il y avait cet aspect-là qui vient jouer aussi, qui fait il y a une variation de valeur. Sinon, la valeur seulement garantie légale, c'est difficile là, de la savoir exactement, mais on peut penser que ça vient jouer là, dans ce facteur-là. D'accord. Et JLR, peux-tu me parler de la compagnie JLR? Qu'est-ce que vous faites exactement? Et c'est parti de où? Je pense que c'est Félix qui avait créé ça dans le temps. Félix Laroche l'a racheté de son père, Jacques Laroche, c'est de là que vient OK. JLR, OK. avec Christian Boivin. Puis, ils ont vendu à Equifax en 2000, décembre 2018. Christian est encore avec nous. Félix est parti
partir une autre entreprise. Mais Christian est encore avec nous. C'est beaucoup basé sur le registre foncier. Le registre foncier, je ne sais pas s'il y en a qui ont travaillé avec, c'est pas super agréable à travailler. Chercher là-dedans, ça fonctionne pas très bien. Fait que nous, le core business, si on peut dire, là, c'est vraiment là, sur l'idée d'aller chercher toutes les transactions qui sont publiées au registre foncier. Donc, les ventes, les hypothèques légales, les préavis d'exercice, les délaissements. On va vraiment chercher de l'ensemble. Donc, ça nous permet d'avoir là, une image complète du marché, puis de mettre ça chacun sur une propriété. Donc, on peut suivre l'évolution d'une même propriété. On a des fiches de propriété, mais je peux aussi suivre le marché dans l'ensemble. Aller chercher, OK, les ventes dans un secteur, les propriétés qui n'ont pas été vendues depuis 15 ans dans un secteur, puis vraiment cibler des choses comme ça. Puis à ça, on ajoute là des évaluations municipales, des données de Statistique Canada. Donc, on va compléter finalement notre base de données, là, mais qui est beaucoup basée sur le registre foncier. OK, excellent. Et si je me trompe pas, vous allez tout chercher les données du registre foncier et vous allez pomper ça dans vos bases de données à vous autres, hein, c'est ça? Exactement. Pour être capable d'interroger plus facilement le registre. Pas le registre, mais votre base de données, vous autres. En gros, on remâche le registre foncier, comme je dis, en plus d'ajouter d'autres données, mais ce qui permet d'après ça de chercher une adresse, puis d'avoir les transactions qui sont sur cette adresse-là, ce qui permet de chercher un certain nombre de transactions sur certains types de bâtiments. Tu sais, dans le registre foncier, tu peux pas dire je veux les ventes de maisons à Grimby. Ben, tu peux pas faire ça, mais moi, je peux aller chercher les ventes de maisons à Grimby. Donc, même les courtiers immobiliers vont utiliser aussi notre site parce qu'ils peuvent voir les transactions qui sont pas sur Centris, donc les transactions par des personnes, parce que nous, on a l'ensemble des transactions. Même si tu passes ni par Centris, ni par du proprio et tout ça, on l'a pareil. On va des fois classifier nos transactions pour savoir est-ce que c'est une vente liée? Est-ce que c'est une vente par enfant, par exemple, là, par vente liée? Parce que c'est pas nécessairement les mêmes prix qui s'appliquent dans ce temps-là. Fait qu'on veut les exclure. Est-ce que c'est une vente indice? Est-ce que j'ai vendu seulement la moitié de l'immeuble? Auquel cas, on veut pas nécessairement l'avoir non plus. Donc, ça nous permet aussi de classer les transactions pour avoir un meilleur portrait. Excellent. Et si vous avez des questions, les amis qui sont en ligne présentement, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées. Linda qui est là chaque matin, Hélène, Gilles, Christian Guillemette qui est avec nous. Allez-y, vous pouvez poser des questions. Joanie, j'aimerais ça qu'on parle de reprise bancaire. Et il y a eu des peurs quand on a le 13 mars, le vendredi 13, c'était annoncé le COVID. Puis on dit, il va t'avoir un paquet de reprises bancaires, ça va être super bon pour les investisseurs. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Pas tout à fait ça. En fait, il est arrivé le contraire. Normalement, dans une crise économique, c'est ce qu'on s'attend. Bon, pas nécessairement le lendemain, là, mais à terme, c'est ce qu'on s'attend parce qu'il y a des gens qui perdent leur emploi, qui n'arrivent pas à payer leur hypothèque, donc il y a des reprises de finances. Mais là, il est arrivé exactement le contraire parce que les institutions financières, bon, on le sait, ont donné beaucoup d'allègements. Selon l'Association des banquiers canadiens, c'était 15% de leur portefeuille sur lesquels il y avait donné des allègements. Donc, c'est quand même majeur. Ça représentait dans leur cas 700 000 dossiers, mais c'est juste les banquiers canadiens. Donc, par exemple, ici, Desjardins n'en fait pas partie. Là. Fait que si on calculait tout l'ensemble des institutions financières, on se trouverait probablement un chiffre plus haut. Donc, c'est quand même une bonne part de leur portefeuille. Puis, ils ont carrément là, pratiquement arrêté d'émettre des préavis d'exercice à vie de 60 jours et des délaissements. Ils ont arrêté de reprendre les propriétés parce que, premièrement, ils ont fait des allègements. Deuxièmement, ils voulaient pas se retrouver avec ces propriétés-là, là. À court terme, ils veulent pas les avoir. Tu sais, une institution financière, faut jamais oublier que son but premier, ce n'est pas de reprendre une propriété. Hein. C'est pas payant pour une institution financière. Elle aime beaucoup mieux essayer de s'entendre puis réussir. Si elle pense que le client va payer à terme, c'est beaucoup plus intéressant pour une institution financière de laisser un peu de lousse au client. Elle a aussi eu des incitatifs là, de la part des gouvernements, de la SCHL pour offrir des allègements. Mais bref, à partir de la mi-mars, là, on a à peu près plus de saisies qui se font par des banques. La majorité des saisies, même qu'on enregistre sur des préavis, ce ne sont pas du bancaire. Ça va être d'autres types de saisies, prêteurs privés ou autre chose après une hypothèque légale, par exemple, des gens qui n'ont pas payé, ainsi de suite, là. Mais bref, là, même les hypothèques légales ont diminué parce que, encore là, les hypothèques légales, il y en a beaucoup qui sont émises par le gouvernement pour non-paiement des impôts, par exemple. Ça, on en voit beaucoup moins. Il y en a qui sont émises
par la construction, là, c'était un peu arrêté. Donc, toutes les mauvaises créances, finalement, sont vraiment moins nombreuses, là, mais on s'attend à un retour. Parce que là, il y a un allègement, là, il y a une pause. À un moment donné, Ouais, ça va finir, ces allègements-là. La PCU, ça va. Il y a une fin à tout ça. Puis il y a des gens ouais. qui vont avoir perdu leur revenu de façon assez Ah, durable, puis que ça risque ouais. d'être plus difficile, puis qu'ils vont voir écouler un peu leurs économies. Puis là, on risque de revoir une hausse là, des mauvaises créances. Donc, on est un peu dans une pause. Donc, présentement, il n'y en a pas beaucoup qui rentrent, mais ça va revenir. Mais oui, on a eu une baisse là, je pense que c'est autour de 60-70% en avril par rapport à l'année dernière. C'est énorme. Là. Tabarouette. J'ai jamais vu ça. OK, Là. excuse. Ouais, puis il y en avait déjà pas beaucoup. C'est des petits pourcentages là, de reprise bancaire. Là. C'est des points que je sais pas c'est quoi le chiffre exact là, Ben, en nombre de maisons. on l'a pas sur le nombre de prêts, mais oui, c'est des petits chiffres. Puis en plus, on était dans un bas en à peu près 10 ans. Là. On n'avait jamais eu aussi peu de préavis d'exercice. L'économie allait bien, le marché immobilier était super vendeur, donc des reprises étaient peu nombreuses parce que peu de personnes avaient des problèmes financiers dans le contexte où on avait un emploi et tout ça. Puis ceux qui en avaient pouvaient vendre assez facilement à un prix supérieur à ce qu'ils avaient payé. Donc on en avait déjà peu. Puis là, bien, rajoute que finalement les banques ne reprennent à peu près plus, ben le marché est un peu mort, disons. Un peu mort. Parlant de marché mort, je vérifie à chaque jour ou à chaque 2 jours le centris.ca la quantité de maisons qu'il y a à vendre. L'année dernière, on en avait 92, pas maisons, excuse-moi, immeubles à vendre. Et la semaine dernière, l'année dernière, 92 000. La semaine dernière, on est descendu à 64 300 environ. Et ce matin, on est remonté, pas ce matin, mais une semaine plus tard, on a 1200 immeubles de plus à vendre. Fait que ça, c'est encourageant parce que qu'est-ce que tu vois sur le marché présentement, toi, qui se passe avec les maisons? On va parler de maisons surtout ici. Ben c'est ça. En avril, ce qui est arrivé là, c'est que bon, la crise a éclaté. Là, on peut plus visiter de maison. Tout le monde est un peu incertain, donc les gens affichaient plus leur propriété. Il y a eu 75% moins d'inscriptions sur le marché de nouvelles inscriptions en avril 2020 qu'il y en a eu en avril 2019. C'est énorme parce que tu parlais du nombre de propriétés en vente, c'était déjà en baisse parce qu'il y en avait plusieurs qui quittaient le marché. En plus tard qui était vendu. Donc, c'était déjà en baisse, l'offre s'était réduite. Puis là, vraiment, plus personne n'a voulu mettre sa maison parce qu'on était dans un moment finalement d'incertitude. On se disait, ben là, si personne peut visiter, ça me donne quoi de mettre ma maison? Là, ça reprend un peu parce que maintenant, les visites sont rendues permises, même si plus limitées que par le passé, c'est permis. Donc là, on recommence à avoir des propriétés là sur le marché, mais on n'en voit pas autant qu'on en verrait dans une crise économique normale. Dans une crise économique plus standard, disons, on aurait plus de propriétés. Ce qui arrive normalement, c'est que les gens mettent en vente parce qu'ils ont des problèmes financiers, justement. Donc, on a beaucoup de mises en vente, puis on a peu d'acheteurs sur le marché. C'est ce qui arrive normalement. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que l'offre a réduit. Ce qu'on n'est pas habitué, normalement, c'est le contraire. Ce qui fait que les prix se sont maintenus parce que finalement, ben, il y avait très peu de propriétés. Puis ceux qui voulaient acheter parce qu'ils avaient vendu leur autre maison, parce qu'ils n'avaient pas reloué leur bail, ben, ils devaient là, Ouais, ouais. s'activer sur le marché. Exact. Fait que c'est une grosse différence qu'on a eue. On a Mélanie Gauthier qui dit il y a plus de données avec JLR des comparables, donc c'est pour ça que j'ai pas les mêmes comparables qu'avec mon courtier. Exactement, c'est parce que nous, on a les ventes du proprio, on a les ventes, si tu l'as mis sur Kijiji, ta maison, si tu l'as vendue en mettant une pancarte, peu importe la façon que tu l'as vendue, mais on va les avoir. Donc, ça permet d'avoir davantage de comparables. Puis des fois, ben, ça donne que c'est ton voisin qui a une maison similaire à la tienne. Donc, c'est intéressant d'avoir là, les comparables supplémentaires. Par contre, il y a quand même plusieurs courtiers qui vont justement faire cette vérification-là sur JLR pour s'assurer de ne pas manquer des comparables importants. Exact. Merci beaucoup. On a une question de Gilles Leroy. Vous attendez-vous à une baisse de la valeur des propriétés au cours des 12 prochains mois? Je te l'avais dit qu'elle viendrait, cette question. On va parler des maisons. On ira dans le multi après. était inévitable, je pense. Ouais, c'est ça. Voyez-vous, la SCHL a parlé que les maisons ne reviendraient pas au prix qu'elles l'étaient avant la crise, avant 2022. Donc, ils s'attendent à une légère baisse. Par contre, là, c'était une prévision qui était canadienne.
Et donc, les provinces n'auront pas toutes le même comportement. L'avantage qu'on a au Québec, c'est qu'on était dans un marché où la demande était forte là, par rapport à l'offre. On avait là, un marché très actif. Les croissances de prix étaient les plus fortes là, à Montréal et à Ottawa. C'était là les secteurs les plus chauds. Et donc, par conséquent, Gatineau avait aussi des hausses de prix là, intéressantes. Donc, on part en meilleure position que dans le reste du Canada parce que, ben, si on regarde 2020, même si les prix mois à mois baissaient, si on regarde l'ensemble de l'année, on a un certain acquis de croissance qui appelle, c'est-à-dire que la fin de l'année et le début de l'année, les prix ont monté. Donc, même s'ils restent stables, on aurait des prix plus élevés, par exemple, que l'année dernière. Donc, bref, oui, il va y avoir certains reculs, ça va dépendre des secteurs et tout ça, mais je pense qu'on était quand même dans une position... On a été chanceux, somme toute. Là. La pandémie est arrivée dans une économie qui allait bien. Dans une économie qui Super allait bien, bonne, ouais. puis Ouais. dans un marché immobilier qui allait bien. Mais imaginez-vous une épidémie comme ça qui arrive dans un marché qui va mal. Ça serait Ouais. beaucoup plus dramatique que ce qu'on voit. Là, il y a quand même beaucoup de mesures qui sont là. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui prévoyaient acheter une maison, qui ont perdu leur revenu, qui là grugent leur économie, qui était leur mise de fonds, puis ne rachèteront peut-être pas là, de maison à court terme. Je pense que dans le secteur des premiers acheteurs, ça pourrait toucher un petit peu plus. On sait que les gens les plus faibles revenus sont plus touchés que les gens à haut revenu. Donc, bref, peut-être que les maisons, là, pour le plus premier acheteur, pourraient être plus touchées là, que les autres. Par contre, quand le premier acheteur veut vendre, ben, pour acheter l'autre maison, ben, ça déboule un peu. Là. Mhm. Exactement. Dans le multilogement, je vois la même affaire que toi. Je vois pas grand baisse, moi aussi de mon côté, avec les investisseurs avec qui que je travaille au coaching double ou coaching avancé, c'est les gens sont très, très actifs, puis ils ont même de la misère à trouver des maisons. C'est difficile pour les flips, là. Ben, Beaucoup difficile. c'est ça, ben, c'est parce qu'il n'y avait pas d'offre pendant un certain moment. Fait que là, ça a Ouais. maintenu les prix. Mais là, à mesure que les gens reviennent vont offrir leur propriété, n'auront plus nécessairement les allègements, non, c'est là qu'on va peut-être mesurer la baisse de prix plus que tout de suite. Donc, c'est peut-être un petit peu décalé. En ce moment, on ne le voit pas encore. Ça va être dans quelques mois, mais tout ça dépend de la pandémie. Tout ça dépend des mesures qui vont être mises. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague? Est-ce que puis ben je suis pas épidémiologue. Fait que on a une autre question de Gilles. Pour ce qui est des successions, est-ce que tu as noté plus de décès ou moins? Non, non, c'est pas vrai. Est-ce que tu as vu une hausse? Est-ce que s'est passé quelque chose ou il n'y a pas grande différence? J'ai pas regardé là ce qui se passe avec les successions. Par contre là, faut noter que des fois les gens il y a quand même un délai de publication. Là. La personne ne décède pas puis publie la semaine prochaine une succession. Là. Ça prend quand même un certain temps avant que ça se voit sur le marché. Puis on s'attend pas nécessairement là, à des hausses marquées parce que oui, bon, il y a des décès liés à la COVID, mais c'était souvent des gens qui n'étaient plus propriétaires. Là. On a beaucoup de décès en CHSLD, en résidence de personnes âgées et tout. Donc, je m'attends Ouais. pas là, à une hausse marquée des successions. Ça risque d'être de pas faire une différence marquée. Puis comme je dis, ça va prendre quelques temps quand même avant de le voir sur le marché parce que c'est assez long comme processus. Et je pense que dans le contexte actuel, ça peut être encore plus long. Puis des Ouais. fois, il y en a qui décident de le faire seulement quand ils vendent. Finalement, ils la publient jamais au départ. Donc, ça risque de prendre un certain temps avant de le voir. Hélène qui nous demande, est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut aller vérifier les comparables sur JLR? Comment Oui, ça fonctionne? dans le fond, sur JLR, on peut se mettre membre comme un particulier. Il y a des membres gratuits, il y a des membres payants. Si vous êtes membre gratuit, ça coûte plus cher si on veut par recherche, alors que si vous êtes membre payant, le prix par recherche est beaucoup diminué. Puis vous allez sur une fiche de propriété, vous cliquez, vous dites vente comparable, vous allez avoir les comparables dans un secteur. Donc, cet outil-là est assez, je dirais, de base dans le sens où vous prenez la propriété, on va vous donner les unifamiliales vendues dans les 12 derniers mois, 2 kilomètres autour de votre propriété. Donc, vous allez être sûr, il y en a qui auront peut-être que c'est très différent de votre propriété, il y en a qui vont être plus similaires. Après ça, vous allez pouvoir les regarder, faire votre travail vous-même, puis dire, OK, ceux-là m'intéressent moins. Mais ça permet de voir, puis vous allez voir à quel prix ils se sont vendus, un ratio prix-évaluation. Donc, ça vous permet là de comparer. On a quelques photos, on a des photos qui datent un peu parce que on a pris des photos dans les années 2000, 90-2000, avant Google Street View.
Donc, ça permet de comparer rapidement, mais après ça, vous pouvez aller rechercher avec Google Street View, voir est-ce que c'est vraiment une propriété comparable et tout, là. Excellent. On a Patrick Richard qui dit merci Joanie pour ton partage d'informations. On a Denis Robitaille qui était en entrevue mardi matin et qui fait beaucoup de location achat. Et lui, il dit que c'est une période très, très propice pour la location achat parce que il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Et qu'est-ce que Denis fait avec son équipe? Il achète la maison, il lui loue, il laisse le temps de retrouver un emploi, etc. Puis dans 1 an, 2 ans, 3 ans, la personne va racheter la maison. Et si je peux me permettre, Denis, il y a eu 440 demandes depuis janvier, ce qui est énorme. 440 demandes. Effectivement que ça peut être une option là, qui est intéressante pour des gens qui ont peut-être perdu un revenu pendant 1 mois, 2 mois, mais là, qui vont recommencer à travailler. Donc, ils ont grugé dans leur économie. Ils ont plus de mise de fonds, mais ils ont retrouvé leur revenu parce qu'ils ont recommencé à travailler. Donc, ça peut être une option intéressante pour ces gens-là. Exact. On a Maxime Larose qui dit les gens voudront peut-être se retirer des maisons de retraite et retourner en maison. il y a des Je suis pas sûre que les gens vont retourner en maison. Par contre, là, oui, on pourrait avoir un petit peu moins de maisons là plus vieilles que les gens, ça fait soit 40, 50, 60 ans même qui sont dans leur maison et qui quittent pour la résidence de personnes âgées. On risque d'avoir un petit délai. Là. Il y a plusieurs personnes, je pense, qui présentement disent ben finalement, je trouvais que c'était un peu de trouble ma maison, mais en ce moment, aller en résidence de personnes âgées, ça me tente peut-être un petit peu moins. Des fois, on y va parce qu'on n'a plus le choix là physiquement, mais ceux qui y allaient plus par choix, mais on risque de voir là un espèce de retard. Là. Les gens risquent de moins vouloir aller vers les résidences de personnes âgées, rester un petit peu plus à la maison. Bon, le gouvernement parle d'améliorer peut-être les soins à domicile pour laisser les gens plus longtemps à la maison. Donc, on pourrait, là, pendant un certain temps, avoir un petit peu moins de maisons là à flipper, si on veut. Là. Tu sais, des maisons que la personne, ça fait 30 ans qu'elle n'a pas mis d'argent puis qu'elle reste dans sa maison puis que là à part en résidence, ben ce type de maison-là pourrait être un petit peu moins présent sur le marché là, prochainement. Excellent. On a PM Beaulieu qui demande, qui demande un commentaire. Les gens qui ont perdu beaucoup à la bourse se retournent vers l'immobilier. Voici ce qui contribue à la demande. Oui et non, PM, et je vais laisser Joanie l'expliquer. OK. Fait que, moi, il faut que j'explique. Hey, c'est le fun, ce concept-là. Miroir, ricochet. Non, mais oui, on a cet aspect-là de dire, ben là, la bourse, c'est plus instable que l'immobilier. On le sait, quand ça crash toujours de façon, les corrections sont plus marquées dans la bourse que dans l'immobilier. Donc oui, on peut avoir un déplacement, tout le monde dit, ben je vais investir en immobilier, c'est plus sécure. Par contre, ben souvent, pour investir en immobilier, on prend une mise de fonds. Cette mise de fonds-là était souvent en bourse. Donc, si elle est en bourse puis que la bourse a fondu, ma mise de fonds a fondu. Donc, il y a ce côté-là qui peut limiter certains acheteurs potentiels de Plex. Mais oui, il y a des gens qui disent OK, ben j'aime mieux investir finalement dans du Plex que dans la bourse parce que quand ça descend moins rapidement, puis mon choc émotionnel est peut-être moins grand. Exact. Merci beaucoup. Tu as bien expliqué ça. Finalement, mais tu vas rire, mais Imo Facile est parti en 2008. Tout de suite après la crise qu'il y a eu là-bas, on a eu une croissance incroyable. Et là, on s'attend avec une belle croissance pour 2020, 2021, parce que les gens sortent de la bourse et veulent s'en venir dans de la brique puis de la pierre, parce que c'est plus sécuritaire. Là, après, fait que ça monte, ça descend. Fait que, d'après moi, 2020, 2021, il devrait y avoir beaucoup d'investisseurs qui vont avoir de l'intérêt avec l'immobilier. Effectivement, mais je pense qu'il faut quand même là savoir ce que ça consiste l'immobilier, là, parce que je pense qu'il y a des gens justement qui prennent votre formation puis qui se rendent compte que c'est peut-être bon d'avoir pris la formation avant d'avoir acheté parce que finalement, c'est peut-être pas pour moi. Tu sais, c'est pas un placement en bourse, c'est beaucoup plus passif qu'un placement immobilier. Là, je veux dire, il ne gère pas tout seul cet immeuble-là où on parle des gestionnaires, mais là, on coupe nos rendements. Donc, bref, je pense qu'il faut quand même réfléchir à la question avant de se lancer en immobilier. Là. Est-ce que tu veux être passif ou actif? Une des belles façons de devenir passif, c'est d'embarquer d'un groupe.
il y a un groupe qui s'en occupe et toi, tu mets de l'argent. Moi, j'ai 13 groupes de créer à date. Et ça, c'est possible de le faire parce que de cette façon-là, ben, t'as pas à t'occuper des immeubles. Mais tu as raison. Autre point, on a Kevin qui demande une question. C'est quoi la différence entre JLR et mon prospecteur? Mon prospecteur, si je me trompe pas, là, je suis pas une spécialiste de mon prospecteur, est un peu plus ciblé justement sur les mauvaises créances, les transmissions et tout ça pour faire de la prospection, mon prospecteur. D'ailleurs, on collabore là, avec eux, là. Mais alors que JLR, tu peux aller voir justement des fiches de propriété, des ventes comparables. C'est pas quelque chose que ma connaissance, que tu peux faire sur mon prospecteur. Donc, l'offre de service est plus large sur JLR que sur mon prospecteur qui est plus ciblé là, dans la prospection. Mais si tu veux avoir si tu vas avoir, par exemple, des immeubles à revenus qui se sont vendus dans ton secteur, combien ils se sont vendus, si tu veux savoir plus les transactions, bien là, c'est sur JLR que tu vas pouvoir avoir ce type d'informations-là. J'ai une question pour toi. Je sais pas si tu es capable de répondre là-dessus. Le commercial, est-ce que vous faites des statistiques sur le commercial? Est-ce que vous avez des données là-dessus? D'après moi, ça va être là que ça va planter le plus au Québec. En tout cas, je le vois, moi, dans tous mes commerces, là, c'est assez difficile. Ouais. On a les ventes de commercial, au même titre qu'on a les ventes de résidentiel. On fait l'ensemble, là, que ce soit des terrains, du commercial, du bureau, peu importe. Par contre, comme on n'a pas les revenus dans le commercial, c'est beaucoup plus difficile à analyser parce que du commercial, sans avoir les revenus, l'analyse est quand même limitée de ce qu'on peut faire. On regarde des fois au pied carré, quand même, ça donne une certaine idée, mais on va moins pousser puisqu'on est plus limité là, dans l'information, puis il y a quand même des endroits où ils spécialisent dans le commercial puis qui vont plus loin. Mais oui, c'est sûr que c'est un secteur qui va connaître plus de difficultés parce que déjà, le secteur commercial connaissait des difficultés avant la crise quand on parle de commerce de détail. C'était déjà difficile. Ouais. Fait que là, on vient de planter le clou dans le cercueil là, pour plusieurs commerçants. Donc, c'était déjà un secteur difficile. Là, on amplifie le problème. Je pense aussi qu'il va y avoir tout un... Déjà, les gens préféraient, par exemple, des pharmacies, des épiceries, du gouvernemental, des entreprises comme ça qui étaient déjà favorisées, qu'on préférait ces locataires-là parce qu'ils sont plus Ouais. sécures. Ah, Mais je pense que cette idée-là ne va que s'amplifier. Donc, on va être plus prêt à faire des rabais à cette clientèle-là. Puis oui, si vous avez présentement un local vide, vous pourriez avoir de la misère à le remplir. Là. exact. Fait que j'aimerais ça passer à travers tous les différents types d'immeubles en immobilier. On a parlé des maisons, on a parlé du commercial. Parle-nous donc du chalet un peu. Est-ce que tu as est-ce que tu as des connaissances sur le chalet? Vois-tu quelque chose en avant de toi? Nous, on n'analyse pas nécessairement distinctivement les chalets pour la simple et bonne raison qu'un chalet pour quelqu'un peut être une maison pour un autre. Hein. C'est pas, quand on parle pas d'un chalet 3 saisons, il y a rien qui m'empêche, moi, d'y habiter à temps plein. On le voit des fois, des gens qui avaient un pied à terre à Montréal, un chalet, décident d'aller résider à temps plein dans leur chalet une fois à la retraite, vendre leur pied à terre en ville, par exemple. Donc, il faut faire OK. attention dans l'analyse des chalets. Par contre, je m'attends quand même à une c'est un secteur qui pourrait bien tirer son épingle du jeu, selon moi, parce que, ben, premièrement, les gens, là, le petit condo en ville, ils ont étouffé dedans pendant 1 mois et demi. Euh, donc, ceux qui ont des chalets sont souvent allés vivre dans leur chalet, donc ne voudront pas les vendre parce qu'ils sont bien contents d'avoir eu un chalet à ce moment-ci. D'autres pourraient dire, ben, j'ai le goût d'espace un peu, je me vois pas voyager à court terme. Donc, je vais vouloir plus aller vers le chalet. Donc, la location de chalet aussi. Bon, présentement, c'est limité. On peut pas se déplacer en région. Mais je m'attends à ce que, bon, on va le permettre éventuellement. Les gens voudront pas trop voyager à l'international. Donc, il pourrait y avoir une forte demande là, pour la location de chalet là, sur le marché cette année et même l'année prochaine au Québec. Donc, je pense que c'est un secteur qui pourrait bien tirer son épingle du jeu sans nécessairement être en forte croissance, là, c'est pas là mon point, mais par rapport à d'autres secteurs, je pense que ça pourrait faire quand même bien. Ouais, ben surtout que ouais, c'est comme tu dis que les gens ne pourront pas aller en vacances présentement ailleurs, là, aux États-Unis ou ailleurs. C'est que d'après moi, cet été, s'ils peuvent repermettre le Airbnb, la location court terme, Ouais. on va voir une montée de ce côté-là. Après ça, on va aller du côté de la construction neuve. On sait qu'il y a des quartiers que c'est fou la construction. Vois-tu une baisse? Qu'est-ce que tu vois selon toi?
Ben c'est sûr que là, les promoteurs sont un peu les projets qui étaient peut-être pas déjà là avancés, déjà mis en construction. On va revoir certains projets. Se lancer dans des gros investissements comme ça, de construire une tour, c'est sûr que on a un certain bémol quand on sait pas trop où le marché va aller. On dit ok, ben je vais peut-être attendre un peu. Quoiqu'il y a plein de projets déjà qui sont déjà prévendus et que les ventes sont déjà présentes. Donc on va peut-être voir le nombre d'unités neuves plus faible dans 2, 3 ans, alors que la demande risque de reprendre à ce moment-là. Mais il y a un délai dans le marché. Puis on va avoir peut-être des condos invendus qui vont s'accumuler entre-temps, donc ça va pallier peut-être à ce qui ne sera pas été construit. Mais oui, là, bon, en avril, il y a eu 0 mise en chantier, on ne pouvait pas. Oui. Mais il va en avoir un petit peu, mais c'est sûr que ça ne sera pas le rythme qu'on avait avant. Déjà, par contre, ces dernières années, c'était passé beaucoup de la copropriété au locatif. Pendant des années, on avait délaissé le locatif. Il y avait à peu près rien qui se construisait dans le locatif. On construisait que de la copropriété. Il y a eu là un peu trop de copropriété à un certain moment sur le marché, surtout si je pense à Québec. Les Oui. gens avaient de la misère à vendre. Donc, on s'est mis là à construire davantage de locatifs. Puis là, on avait des records de construction locative depuis 2 ans qui se battaient depuis les années 90. Là. Donc, c'était très fort dans le marché locatif là, avant la crise. Puis, ben, c'est des gros projets. Hein, donc, ça prend du temps avant de se rendre sur le marché. Donc, on verra pas. Pour l'instant, ces unités-là vont continuer là, de s'ajouter au marché. OK, d'accord. Et si on parle du multilogement, le dernier item qui me reste pour toi, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu vois? Dans le multilogement, ben, comme on parlait, là, c'est sûr que le fait que la bourse soit moins, soit apporte des risques, peut-être que les gens ne sont pas prêts à prendre. Mais oui, on pourrait avoir un certain retour dans le multilogement. Qui plus est, on va préférer souvent au commercial. Ça offre souvent des rendements moindres, mais c'est moins risqué. Puis en ce moment, dans une situation où le risque est élevé, qu'est-ce qu'on cherche? Diminuer notre risque. Ouais. Donc oui, le multirésidentiel risque d'être quand même populaire. Par contre, comme je disais, il y en a des gens que leur mise de fonds a peut-être fondu, donc ne peuvent plus rentrer dans ce marché-là parce que retirer tous ces œufs du marché boursier quand ils viennent de planter, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc, c'est sûr que là, ça peut venir jouer là sur le capital que les gens peuvent mettre en multirésidentiel. Mais oui, ça peut être un secteur qui va gagner. On sait que les taux d'occupation avant la crise étaient très faibles. Ça va être intéressant de voir. D'habitude, ils font le portrait en octobre, puis ça sort un petit peu après. Ça va être intéressant de voir c'est quoi parce qu'on sait que, bon, une grande part du multirésidentiel, si je parle à Montréal, c'est des étudiants. On parle de faire des sessions en ligne. Les étudiants Ouais, internationaux, c'est ça. ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'étudiants internationaux l'année prochaine. Ils vont préférer rester à la maison, pas trop de voyagement. Donc, on risque de perdre certains locataires. Un peu moins de création de ménage aussi. Si je venais de finir mes études, que je suis pas capable de trouver un emploi, ben peut-être que ma première option, ce ne sera pas de partir en appartement et tout ça. Donc, mais comme on avait une crise avant, un taux d'occupation qui était très, très faible, ben on a quand même un peu de marge de manœuvre là et ça va peut-être laisser respirer justement un marché qui avait de la difficulté. Hmm. Hier, je jasais avec une personne au Nouveau-Mexique, une radiologue, une amie que j'ai, et elle me disait que sa fille de 18 ans veut aller à l'université. Et là, aux États-Unis, là, c'est fou, là, tout le monde est en train de décoller à l'automne en virtuel. Et il y a beaucoup d'universités privées par là-bas. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils disent, ah, nous autres, on décolle en classe. Puis là, quand ils vont arriver au mois de septembre, ils vont dire, ah, non, finalement, on décolle en virtuel. Et McGill, Victoria, c'est ça? McGill et Victoria, à Montréal, ont décidé de faire du virtuel pour l'automne. Ouais, Fait que l'UDM aussi. Ah non, c'est l'UDM aussi? Ah l'UDM oui? a dit qu'il ferait du virtuel à l'automne. Là, je pense que des fois, il y a des possibilités pour ce qui est laboratoire. Il va peut-être avoir du jeu là, qui va se faire un petit peu parce qu'il y a une partie pratique. Mais bon, je parlais l'autre jour à des étudiants, ils disaient, ben là, on a déjà loué notre appartement. Là, on va peut-être essayer de le sous-louer, mais là, tout le monde est un peu dans cette Ouais, situation-là. Donc là, c'est ouais. juste une demi-session. Je peux-tu vraiment me chercher un logement juste en janvier? C'est pas évident pour des étudiants qui, dans certains cas, même si on a eu des primes, tout ça, ont perdu une partie de leur revenu et tout. Donc, la dynamique là, pour le marché de la immobilier et d'étudiants, le multirésidentiel d'étudiants, risque d'être un petit peu différente là, dans la prochaine année. Oui, merci Rima. Il me semblait que ça sonnait bizarre, Victoria et Concordia. Je le disais, puis voyons, il me semble que c'est pas le bon mot. Je suis en train de me dire, l'université, je connais pas, là, je vais pas Ouais, c'est m'embêter. ça. Là.
est pas loin du pont Victoria. On a Raphaël Quentin qui part un commentaire et dit que selon lui, les unifamiliales dans la première et deuxième couronne vont augmenter parce que les gens vont vouloir sortir de l'île après la pandémie. Fait que ça, Ben, c'est un guess, on ne sait pas. Ben, c'est ça. Il y a un article qui dit, ben, est-ce que les unifamiliales vont être favorisées au détriment de la copropriété? Parce que justement, les gens vont vouloir, plus être nécessairement dans un petit logement, avoir un peu plus d'espace après avoir été confinés. Mais surtout, ce qui va rester, je pense, à long terme, c'est le télétravail. Comme on aura je pense qu'il y a plusieurs entreprises qui vont s'être ouvertes au télétravail, qui se rendent compte qu'il n'y a pas nécessairement de baisse de productivité. Donc, cette option-là de faire du télétravail va peut-être emmener des gens à considérer plus des banlieues plus éloignées parce que, finalement, j'ai besoin d'aller au bureau peut-être une fois par semaine plutôt qu'y aller tous les jours. Donc, en ce sens-là, oui, ça pourrait favoriser un certain étalement urbain, ce qui a des bonnes choses, mais des mauvaises choses. Donc, en ce sens-là, oui. Moi, je dirais aussi la copropriété au centre-ville avait énormément de Airbnb. Donc j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui voudront plus nécessairement investir dans ce type de propriété-là parce que si on parle que les chalets pourraient bien aller parce que les gens ne pourront pas voyager à l'international, les Airbnb à Montréal, c'est beaucoup une clientèle internationale. Donc, Exact, oui. le chalet attire une clientèle québécoise, mais le condo en ville attire une clientèle internationale. Donc ça va être un secteur qui risque d'être plus difficile là, avec cette crise-là. À terme, à voir comment ça va se passer, mais je pense que le télétravail pourrait, oui, favoriser un petit peu là, la banlieue et les régions un peu plus éloignées. Ils ont fait un sondage récemment, je sais pas quelle compagnie l'a fait, j'ai vu ça aux nouvelles, 39% des gens ne veulent plus retourner au bureau, OK? Et 37% des gens ont hâte de retourner au bureau. Fait que Ah, c'est hein. 40, là, puis il y a 20% que ça ne dérange pas. Ben, je pense qu'il y a des gens qui ont aimé beaucoup le télétravail à la maison et tout, puis il y en a d'autres qui ont détesté ça. Mais je pense que on n'a pas eu la vraie image du télétravail. Personnellement, je travaille à la maison 3 jours par semaine, là, fait que j'ai quand même une idée. Mais les gens qui se retrouvent à la maison avec des enfants en arrière, je vois plus personne parce que je suis confinée, c'est sûr que le télétravail peut être pesant. Mais un télétravail où finalement on va au bureau de temps en temps, ou quand on travaille, on n'a pas 4 enfants qui disent maman mes devoirs, qu'est-ce que je fais, puis que finalement on a une vie sociale remplie, ben ça peut être différent là, qu'un télétravail dans le confinement. Là. Ouais, c'est ça, une grosse différence. Il y a quelques-uns, pas quelques-uns, tous mes employés sont en télétravail, puis il y en a qui ont hâte de revenir parce que les enfants, ça bouge de partout. Des fois, on leur parle, on entend les enfants, ils disent, j'ai hâte de revenir au bureau. Non, mais c'est ça, c'est pas des conditions de télétravail normales, entre Ah non, guillemets. c'est Là. très difficile pour eux autres. Là, Mais je puis, pense que le mix entre les deux va être souvent une solution de dire, quelques jours à la maison, quelques jours au bureau, va être un mix possible là, pour plusieurs. on a Jacques Baillargeon qui pose une question. Est-ce que JLR est disponible dans une autre province que le Québec? Malheureusement, il n'y a pas d'équivalent de JLR là, dans les autres provinces. JLR a souvent voulu là, s'étendre, il y a eu des discussions et tout, mais c'est difficile parce que c'est pas les registres fonciers, c'est provinciaux. Donc, le système est différent par province. Il y a des places que c'est des registres fonciers privés, que c'est détenu par du privé. Donc, bref, on peut pas, là, comme au Québec, aller chercher les données. Donc, pour l'instant, là, on est seulement là, au Québec. Excellent. Je reçois une infolette à toutes les 2, 3 semaines de toi avec des publications. Peux-tu nous parler de qu'est-ce que tu envoies? C'est disponible pour les investisseurs aussi. Oui, les gens peuvent aller sur le site de GLR, le www.glr.ca. Tu pourras donner le lien plus vers les publications aussi. Euh, oui, donc vous pouvez vous abonner aux publications qu'on écrit. Le lien vient d'être mis. Puis, vous allez recevoir à peu près, je dirais, 3 publications à peu près par mois. À chaque mois, vous allez avoir les tendances du mois, donc les ventes, tout ça, qu'est-ce qui s'est fait dans le mois là, au registre foncier. Puis, plein d'études là, par-ci, par-là sur différents sujets récemment
Comme je dis, on a fait les copropriétés au prix carré sur l'île de Montréal. Donc, chaque arrondissement, c'était quoi les prix, comment ça a évolué. On fait du marché hypothécaire. À tous les 3 mois, je vais publier quelque chose sur les mauvaises créances. Donc, voir est-ce que ça augmente, est-ce que ça diminue, qu'est-ce qui se passe dans ce marché-là. Puis, tout plein d'études, là, les garanties légales, les maisons de luxe. Là, on a fait quelque chose sur la pandémie. Bon, bref, on s'adapte au marché, puis on fait des études. Il y en a qui reviennent à tous les mois, le multirésidentiel. Il y en a qui reviennent à toutes les années, puis on fait des choses aussi différentes là, selon ce qui est intéressant dans le marché présentement, où est-ce qu'on voit des tendances et tout. Je voulais te remercier pour les statistiques que tu donnes. Moi, je suis très statistique, j'aime beaucoup ça et j'adore lire tes articles et les publications que tu fais. Un gros merci d'être parmi nous dans le marché pour nous donner ces informations-là parce que il y en a pas beaucoup qui, à part la SCHL et quelques villes qui vont cruncher un peu de données, mais vous avez donné du registre qui est les vraies données. C'est pas comme si on va sur du proprio, c'est les gens qui rentrent les vendus. Ça fait que est-ce que c'est les bonnes données ou pas, on ne sait jamais. C'est beaucoup plus fiable les données que vous avez de votre côté. Ouais, parce que même centriste, l'agent rentre son prix, mais des fois, il y a de la négociation. Puis après, est-ce que tout le monde va le rechanger sur le site? Pas tout le temps, parce que c'est pas rare qu'après après l'inspecteur, le prix change. Mais nous, on a vraiment le prix à la fin de la transaction, donc on sait que c'est le prix valide. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse au marché immobilier. Vous recevez les publications, après ça, vous faites lire là, ce qui vous intéresse, ce qui est moins dans votre secteur, vous pouvez passer, mais je pense que ça permet de faire une tête finalement sur le marché immobilier. On essaie de garder ça quand même pas trop long non plus, donc vraiment aller directement au point, puis y aller avec le contenu qui nous semble pertinent pour les gens. Si vous aimez les publications de JLR, allez donc vers un pouce, un beau petit cœur que vous envoyez à Joanie. On va en voir arriver plein, Joanie, en haut. Si vous aimez les entrevues que je fais chaque matin, allez donc cliquer sur J'aime Imo Facile, vous allez l'avoir dans votre fil d'actualité. Et on a plein de beaux témoignages, Sandra. Merci, Madame Fontaine. J'apprécie énormément votre travail. Vous faites de la grande qualité, rigueur et clair. Julie qui dit « J'adore les publications de JLR, très étoffées. J'ai fait mon cours en évaluation immobilière et les sujets m'ont beaucoup aidé pour les travaux de recherche. Je t'admire, Joanie. Contente de te voir en direct. » Et Linda Lemelin qui dit « Merci JLR, un outil indispensable. » Nathalie qui dit « Merci, très intéressant. » Patrick qui dit « Merci, Joanie. » Puis moi aussi, je te dis merci. Mais bienvenue, merci de m'avoir donné la tribune. Fait que merci à vous tous d'être avec nous chaque matin. Manquez pas demain matin, on parle de licence RBQ. Ce soir, c'est le temps des REER et ce midi, pour les gens qui n'ont pas vu mon webinaire Comment investir en immobilier, je vous révèle 3 secrets. C'est gratuit. Vous pouvez aller le chercher directement sur le site imofacile.ca et je vais le mettre dans les commentaires, mon webinaire gratuit de ce midi. Merci, Joanie Fontaine de JLR. Toujours un plaisir d'être avec toi. Et ici, Justin Rochelle d'imofacile.ca. Bonne journée. On se voit demain matin. Joanie, reste avec moi quelques secondes. Merci beaucoup, la gang. Merci. Bye-bye. Bye.